Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans Conversation inspirante aujourd'hui. Et j'ai à cœur de vous faire découvrir ou redécouvrir euh, une femme battante avec une vision hyper créatrice. Ça va très très vite chez elle. Elle s'appelle Mounia, moi j'appelle Moonlight, hein. Mounia Benada. Salut Mounia, merci d'avoir dit oui pour cette conversation inspirante. Comment vas-tu? Eh bien, ça va bien. Je suis très heureuse d'avoir cette conversation inspirante avec un homme inspirant. Merci Ça me beaucoup. paraît, ça me paraît très créatif et très porteur de belles énergies. Donc, je suis très heureuse d'être avec toi. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et puis, je suis très heureuse de vous parler un petit peu de moi et de ma vision et puis des choses qui peuvent intéresser le plus grand nombre de personnes qui regardent ta chaîne, sûrement. Ouais, c'est possible. Bah, d'ailleurs, je vais te laisser te présenter. Quelle est ta Très bien. vision? Bien, qui es-tu? Alors, au moment où je vous parle, j'ai 41 ans. Je m'appelle Mounia Benada. Je suis franco-algérienne. Je suis née à Paris, j'ai grandi un petit peu en Algérie et depuis je fais des allers-retours entre ces deux pays, mais surtout je suis passionnée depuis toujours par la spiritualité, le développement de l'être, l'enrichissement personnel, l'épanouissement, la profondeur de nos âmes. Et pour démarrer cette conversation inspirante, j'ai décroché de chez moi une petite citation que je regarde tous les jours, qui est de Sénèque et qui dit la vie heureuse est celle qui s'accorde avec sa propre nature. Je pense que depuis toute petite, je partage cette vision. Depuis que je suis née, je pense que je suis portée par cette philosophie de vie qui dit qu'en fait, il n'y a pas un seul modèle pour le bonheur. Il y a juste un modèle propre à soi qu'il faut trouver et installer. Et en général, ce modèle, il, il nous fait du bien à nous, mais il fait aussi du bien aux autres autour de nous. Donc, c'est un peu mon fil conducteur, j'ai envie de dire, pour me présenter. C'est que j'ai fait beaucoup de choses dont je vais vous parler aujourd'hui, mais avec toujours cette quête personnelle de reconnexion à ma nature. Hmm. Donc, c'est pour ça que quand je me suis présentée, j'ai dit que j'étais franco-algérienne. Peut-être qu'il y a quelques années, je ne me présentais pas comme ça, que je disais que j'étais française d'origine algérienne. Et avec le temps, avec les racines de l'arbre qui me constituent, j'ai appris à intégrer dans mon être tout ce qui me constituait depuis ma naissance, qui m'apportait quelque chose de positif et qui apportait aux autres quelque chose de positif. Et tous les cailloux, les entraves, les mauvaises, comment dirais-je, les mauvaises herbes, j'ai appris à les regarder aussi et à leur donner aussi leur place de façon à les dégager, entre guillemets, de ces racines-là en les alchimisant, en créant de nouvelles graines, je dirais. Voilà. Donc, j'ai une vision très positive de la vie, mais très réaliste aussi. Je considère que pour rejoindre sa nature profonde, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces ronces, de toutes ces pierres. Il faut les regarder, en fait. Et là, c'est la philosophie de Carl Jung qui m'inspire beaucoup, celle qui dit qu'en fait, tant que nous n'aurons pas rendu l'inconscient conscient, nous vivrons une vie dont nous imaginerons que le destin est immuable, dont on n'a pas du tout la possibilité d'agir dessus. Or, lorsqu'on est dans une démarche de développement spirituel personnel, on a la possibilité de regarder ces pierres et ces ronces comme des opportunités de mieux se connaître, de mieux se choisir et de mieux créer son avenir. Et en ça, je te rejoins. Je suis une pro de la co-création, c'est-à-dire que je suis fascinée par la capacité qu'a l'être humain de se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que son, je dirais, déterminisme originel, si je peux parler comme ça, de son démarrage de vie. À partir de notre vie, on peut devenir absolument tout ce qu'on ressent au fond de soi, même si autour de nous, tout semble dire le contraire. Donc, c'est ça qui me plaît dans le développement spirituel et la croissance de l'être, c'est qu'en réalité, il y a un aspect très moteur de savoir
Le fait de travailler sur soi, de connaître sa nature, de regarder son inconscient, d'avoir un regard très, objectif sur soi, ça permet aussi de libérer la magie de son être. Et dans cet inconscient, il y a des choses qui sont douloureuses, qu'il faut, laisser passer, laisser, comment dire? Se transmuter, donc ressentir, écouter ses émotions, modifier les choses et se transformer d'une certaine façon à partir d'elles. Mais il y a également toute la richesse de notre être qui est, inconnue. Et c'est là qu'on devient co-créateur parce qu'en fait, on découvre au fil de l'eau de son existence, dans son individuation, dans son parcours personnel, qu'il y a des choses qui dormaient dans notre inconscient, qui demandent à être créées, à être, manifestées. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on est dans un regard d'enfant sur la vie, où on se découvre constamment dans des, capacités qu'on ignorait de soi ou qu'on soupçonnait, mais qu'on avait complètement enfouies, sous un amas de souffrances qui nous empêchait finalement d'accéder à cette part-là par manque de confiance et cetera. Et une fois qu'on comprend qu'en fait, on peut à la fois travailler sur, le côté obscur de l'âme qui demande à être, transmuté et en même temps libérer sa magie, bah, ça devient un jeu. Oui, parce que est-ce que ça serait pas que ça d'ailleurs? Est-ce que la vie, ça serait pas un jeu? Pas dans le sens où, on s'amuse avec les gens ou avec le voilà, mais un Surtout pas. jeu, voilà, mais un jeu Avec soi-même. En fait, ça devient un jeu de piste de découverte de soi. C'est Je ressens que j'ai des choses qui m'entravent, il faut que je m'en libère parce que c'est lourd de porter son sac à dos, jusqu'à la fin de sa vie avec, des choses qui n'ont pas été digérées depuis trop longtemps et qui ont plus, leur place, dans le moment présent. Donc travailler à sa transformation intérieure, mais en même temps, savoir que ce travail-là, heu, est un travail, de chercheur d'or, en fait. Parce que dans cette quête-là d'aller mieux, il y a aussi toute cette puissance, qui se dégage, qui demande à s'exprimer et là, après, c'est comme tu dis, un jeu de pistes où tu prends comme ça les informations et tu te dis: «Bah, tiens, cet aspect-là créatif de mon être», par exemple, ou je prends un exemple, moi, par exemple, c'est l'écriture qui me passionne, qui me fait du bien. Au début, c'était du journaling. C'était pour écrire mes émotions, écrire mes ressentis, écrire mes intuitions et garder, en fait, une trace de mon évolution pour pouvoir à chaque fois revenir sur les aspects. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que dans cette, activité-là, je me sentais moi. Mais c'est en un peu «par hasard» entre guillemets que je redécouvre que mon moi d'avant, quand j'étais petite, aimait déjà beaucoup lire, aimait déjà beaucoup écrire, que les instituteurs me le disaient souvent, que mes professeurs me le disaient souvent, que mon père me le disait souvent et là effectivement tu as raison, ça devient un jeu de pistes de savoir: «Mais qui suis-je?» En fait, finalement, je me suis mis dans une case par rapport à un travail, je vais revenir sur mon parcours et finalement dans cette case-là, j'ai omis tout un aspect créatif de mon être qui me fait beaucoup de bien, qui peut faire du bien aux autres et qui peut, se manifester dans ma réalité, alors même que j'étais pas partie pour. c'est Dans intéressant ça, un parce que tu parles de l'enfance, tu parles des émotions que tu écrivais sur ce journaling donc évidemment, il y a un lien évident entre cette petite fille, Mounia, à Paris, entre Paris et l'Algérie et puis la Mounia d'aujourd'hui et qui a écrit tout cela. Alors justement, cette petite fille qui avait déjà faut savoir que Mounia est une femme très intuitive. Est-ce que tu avais déjà, petite, cette intuition qui était développée? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Puis peut-être les difficultés que tu as eu à ouais, rencontrer, mais que tu as su aujourd'hui, et c'est ça qui est la magie, transcender, surmonter. transmuter, surmonter, dépasser. Voilà. Donc déjà, effectivement, tu as raison, depuis toute petite, je me sentais un peu à part. Alors, pas à part au sens, bon, j'ai une famille, famille assez nombreuse quand même, donc il y avait de l'animation à la maison, j'étais au milieu d'une fratrie, quand même importante, on était 4. Mais j'avais toujours l'impression d'être un peu en décalage entre ce qui se passait, ce que je pensais et ce que la majorité finalement pensait. J'aimais tout le monde, peut-être un peu trop aux yeux de tout le monde, j'étais peut-être un peu naïve, enfin, j'avais tendance à pas comprendre pourquoi on se disputait. Enfin, je comprenais qu'on se disputait, mais je comprenais pas qu'on se réconcilie pas. Donc par exemple, je posais beaucoup de questions en disant: «Mais c'est des gens de notre famille, on peut pas, les exclure comme ça, du jour au lendemain, alors qu'on a passé des bons moments avec eux et qu'on a un lien affectif avec eux, il faut pardonner». Donc j'avais quand même une notion de pardon assez, forte.
Il faut que je Et rebondisse dessus. Comment c'était reçu ça? Parce que bah, très quand on mal, oui, très mal. On me croyait soit naïve, soit perchée. Mais en tout cas, pas hors sol, quoi. Pas du tout connectée à la réalité. Et du coup, moi, j'en souffrais beaucoup parce que émotionnellement, j'absorbais tout ça. J'absorbais tout ça, j'absorbais les émotions négatives des uns et des autres. Je me sentais coupable pour eux de ne pas réussir à les aider à dépasser ça. Et en même temps, au bout d'un moment, comme la majorité pense autrement, tu finis par te dire que c'est toi qui as un problème. mmh, Tu vois? Alors tu te renfermes sur toi. Et c'est ce c'est qui s'est là passé. que c'est ce qui s'est passé pour moi. Comme je voyais que c'était mal reçu, j'avais tendance à étouffer ma vérité pour avoir la tranquillité, pour être aussi acceptée au sein d'un groupe. Il faut savoir que l'ostracisme, c'est le truc le plus horrible à vivre pour un enfant, enfin, je pense même pour un animal. On est quand même, pas, enfin, certains animaux qui ont besoin de vivre en meute et cetera. Moi, j'avais vraiment ce sentiment de survie, que pour survivre, il fallait quand même que j'adopte les comportements, normaux, admis dans le système familial, dans le système social dans lequel je vivais. Donc j'avais cette tristesse, je vais le dire comme ça, hein, c'est ce que j'ai développé toute une partie de ma vie. J'avais vraiment un côté triste, où je me sentais un peu en décalage, comme si j'étais là, mais que ma place n'était pas là, ou que j'étais là en observateur de quelque chose qui n'était pas forcément ce que moi j'aurais créé dans mon existence propre. Tu vois, là, puisqu'on parle de co-création, bah, si dans ce moment-là, je me sentais impuissante parce que j'avais l'impression que ma parole n'avait pas de poids, alors même qu'elle pouvait apporter du bien. Voilà, j'avais ce sentiment de décalage. Donc, c'est moi qui me suis renfermée. Donc, ça a eu pour conséquence de développer une grosse anxiété. J'ai vécu une enfance très anxieuse, une adolescence très anxieuse où j'étais vraiment en mode survie physiquement, toujours en train de redouter les attaques éventuelles. Enfin, tu vois, j'avais développé vraiment un système vraiment de survie où il fallait pas que. Et en plus, comme petite, j'avais été laissée en Algérie à l'âge de 2 ans et demi. Maintenant, ça me fait rire parce que il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais à l'époque, il y avait aussi toute cette histoire, je veux dire, qui était intégrée dans ma mémoire, qui faisait que je voulais pas de nouveau qu'on m'abandonne. Donc, t'imagines un peu autour de l'abandon, tout ce qui a pu se passer pour moi dans ma tête, qui a pu créer une grosse anxiété et qui a fait que j'ai passé quand même une partie de ma vie très triste. Mais heureusement, heureusement, j'ai un père qui est très intelligent et qui avait vu que j'avais une passion pour les livres, pour la connaissance, pour la psychologie, et qui a favorisé ça. Donc, il a demandé à ce que je puisse acheter les livres que je voulais. Je passais mon mercredi après-midi à la bibliothèque, mon samedi à la bibliothèque, toutes mes vacances scolaires à la bibliothèque. Chez moi, j'étais toujours avec des livres dans un coin. Donc, je me suis réfugiée en fait dans la lecture. Alors là, quand tu dis que tu étais réfugiée, c'était quand tu étais en Algérie ou quand tu étais en France? Quand j'étais en France, parce qu'en Algérie, je suis juste restée seule un peu moins d'un an sans mes parents, Alors tu veux entre dire que 2 ans voilà, c'est et que tu demi. as été en Algérie quand tu avais 2 ans, 2 ans et 2 demi. ans, pardon, j'avais 2 ans et en fait, j'ai appris, il y a pas longtemps, grâce à une de mes grand-mères qui est encore en vie. Moi, je m'étais fait tout un truc sur le fait qu'ils m'avaient laissée en Algérie parce que j'étais pas assez, j'étais pas ci, j'étais pas ça. Et alors ma grand-mère, un jour, me dit, alors que je rentrais du désert, il y avait tous mes oncles autour de moi et cetera et elle me dit: «Ah, Mounia, c'est comme quand tu étais petite». Et là, je dis: «Comment ça?» Elle me dit: «Bah, comme quand tu étais petite, on t'appelait Tata Mounia quand tu étais petite. Tout le monde aimait être avec toi, même quand tu avais 2 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que ton grand-père a demandé à ce que tu restes en Algérie». Et là, je dis: «Attends, c'est quoi cette histoire?» «C'est pour ça que je suis restée en Algérie?» Et elle me dit: «Mais oui, ton grand-père», donc là, c'est ma grand-mère maternelle qui me raconte mon grand-père paternel, hein, et qui me dit: «Mais oui, en fait, tes parents sont venus en vacances en Algérie comme ils faisaient tous les, ans, en vacances estivales et en fait, ton grand-père, quand tu étais là, il se sentait bien. Mais comme là, regarde tes oncles, quand tu es là, tout le monde vient, tout le monde est content. Et ben en fait, c'était pareil quand tu étais petite. Ton grand-père, il aimait ta présence et il a demandé à tes parents, vu qu'il y avait ma mère qui était enceinte de la troisième et qu'on est tout arrivé à moins de 2 ans d'écart,
et que j'étais pas encore scolarisée, ils ont proposé à mes parents de me laisser en vacances un petit peu plus pour qu'ils puissent profiter de ma joie, en fait. C'est comme ça que ça s'est fait, l'histoire. Et comme ma mère, effectivement, était enceinte, qu'elle avait des difficultés à tenir cette grossesse de façon en bonne santé, bah, elle s'est dit, effectivement, Mounia, elle est gentille, elle est sage, elle va pas les embêter. Ils ont très envie de la garder et moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer le fait d'aller chercher la grande à l'école et de gérer le fait d'être enceinte du prochain. Et c'est comme ça qu'en fait, mes vacances qui devaient durer 2 semaines de plus ont duré près de 8 mois. Mhm. Parce qu'en fait, ils ont voulu me garder. Mais moi, du coup, je me suis raconté une toute autre histoire avant de savoir ça. Et ensuite, ça a pris son sens dans mon arbre, justement, dans ma vie. J'ai compris qu'effectivement, c'est mon énergie que certains redoutaient, d'autres l'appréciaient, parce qu'en fait, ça les apaisait. Ça leur permettait de se sentir mieux. Apparemment, mon grand-père, ça lui permettait de se relaxer, d'être moins dans la colère. Il disait, quand cette petite fille, elle est là, je me sens mieux, j'ai moins envie de crier, laissez-la là, vous viendrez la chercher quand elle aura fait 2, 3 semaines de vacances de plus, on va s'occuper d'elle. Et en fait, c'est comme ça que j'ai nourri un sentiment. C'est pour ça que c'est intéressant, les blessures. J'ai nourri un sentiment d'abandon fort, alors qu'en fait, ce qui a fait qu'on m'a laissée en Algérie, c'était ma personnalité. Et c'est en même temps ce sentiment d'abandon qui fait ce que tu es aujourd'hui. Aussi, Et quelque part, presque, je vais pas dire heureusement, mais ce sentiment d'abandon t'a permis et te permet aujourd'hui, bah, d'être là, de nous parler de ce que tu fais, et cetera. exactement. Et ça faut savoir qu'à 2 ans et demi, j'ai fugué. Je voulais aller chez mon autre grand-mère qui habitait à 1 kilomètre. Et à 5 heures du matin, mon grand-père est parti travailler. Et moi, j'ai fugué. Personne n'y a cru à ça. J'ai fugué à 2 ans et demi. On m'a retrouvée 3 heures plus tard chez mon autre grand-mère. Donc à 2 ans et demi, je retrouvais le chemin Mmh. de ma grand-mère. Entre-temps, je suis passée au village vers d'autres maisons. Les gens m'ont entendu vers 5 heures du matin prononcer le prénom d'une cousine que j'aimais beaucoup. Donc là, je me suis rendu compte aussi qu'à 2 ans et demi, je savais déjà ce que je voulais. Et que finalement, ce fil conducteur en moi, cette force, comme tu disais tout à l'heure, ce courage, moi, je peux le dire, il y a beaucoup de courage chez moi, d'aller au bout des choses malgré les difficultés. Mmh, c'est intéressant. D'ailleurs, l'étymologie du mot courage, c'est cœur, au passage. Voilà, hein, donc il faut avoir un petit peu de cœur pour l'intuition aussi, puisque c'est le cœur qui te C'est permet. hyper important. En fait, il faut être connecté, tu as raison, il faut être connecté à son cœur. Il faut être connecté à quelque chose qui est immédiat, qui est là, qui est immuable, qui n'a pas d'explication. D'ailleurs, j'ai une question parce que souvent, c'est cette énergie dont tu parles, qu'on nomme intuition, qu'on nomme, ben, quand elle est là, ça me fait du bien, et cetera. Souvent, ça vient d'une mère. Alors, plutôt d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère ou d'un grand-père, et cetera. Est-ce que toi, dans ta lignée, tu as un lien spécial avec quelqu'un de ta famille pour ça? Et en fait, j'ai l'impression que j'ai un lien spécial avec les 4. Et ça, c'est récent que j'ai compris ça. Chacun d'eux m'a donné quelque chose de précieux, de très, très constitutif, on va dire, de l'adulte que je suis en train de devenir. Mais la grand-mère dont je te parle là, qui est encore en vie, elle a un don de magnétisme. OK. Elle est clairement au village guérisseuse, connue pour ça. Voilà. Pendant très longtemps, je sais que elle intervenait sur nous quand on rentrait de la plage, qu'on avait pris trop de chaleur, etc. Elle nous mettait un bol au-dessus de la tête avec du journal qu'elle avait allumé, rempli un peu d'eau. Enfin, elle avait des rituels comme ça aussi quand on avait mal au ventre, de massage et tout ça, qu'elle nous soulageait. Mais moi, j'avais jamais, si tu veux, j'avais mis ça sur le compte qu'on est en Algérie et qu'il y a des pratiques ancestrales qui se font et que c'est leur croyance et que ça peut faire que du bien de le faire en plus d'un médicament. Enfin, voilà, que ça c'est pas gênant, que c'est quelqu'un qui te veut du bien, qui te fait ça, c'est un acte d'amour. Mais à aucun moment, si tu veux, elle en a parlé comme quelque chose de. Elle en a jamais fait état vraiment, tu vois. Elle le cachait un petit peu. Et en fait, moi, j'ai découvert mes propres capacités à moi en 2020, à peu près, entre 2018 et 2020. Et c'est là qu'elle a commencé à me dire, je le savais que tu Mmh. l'avais, mais je ne disais rien. Est-ce que je voulais que tu te maries? Qu'elle m'a dit.
Et du coup, j'avais pas compris. Je dis: «Bah, je vois pas pourquoi c'est antinomique avec le mariage», mais en fait, elle me disait que c'est quand même quelque chose qui peut surprendre, qui peut être, pour certaines personnes un peu difficile à accueillir. Pour nous, c'est assez, courant maintenant, on en parle comme ça, mais pour des personnes qui sont pas du tout, on va dire, ouvertes à ces questions-là, elle disait que ça pouvait être, problématique, que ça pouvait faire peur parce que ça pouvait ouvrir à d'autres, capacités qui, pour le coup, te rendent un peu spéciale. Mais moi, en fait, ça m'a juste permis de comprendre pourquoi j'étais déjà spéciale petite, en fait, comme beaucoup de gens qui ont ces capacités-là. En fait, dès l'enfance et encore plus dans l'enfance où on est encore pas du tout conditionné par les règles sociétales, familiales, etc., ben, on est directement connecté à ça, à cette intuition, à ce cœur-là. Donc, en fait, on dit la vérité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Je me dis qu'en fait, ce que je disais petite et qui était réprimandé ou pas compris, ben, c'était tout simplement la vérité de mon cœur. C'était pas forcément une vérité absolue, mais c'était la vérité de ce que moi, je ressentais à partir de quelque chose qui n'était pas perverti par des pensées, tu vois, pas par une expérience. C'était quelque chose de fluide, en fait, de canaliser quelque part. C'était direct, en fait. C'était voilà. Et là, après, ces dons-là, en fait, au début, j'ai eu un peu de mal. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est juste être un canal. Et être un canal, c'est quoi? C'est être dans le cœur. Et en fait, les gens qui sont dans le cœur, bah, ils ont cette capacité à capter des choses. Certains, ça va se manifester plus dans certains dons, d'autres dans d'autres. Mais peu importe, en fait, c'est la même, si tu veux, c'est Donc, le même socle. C'est le même terrain. C'est le cœur. Et à partir de là, je me suis dit: «OK, ça aussi, ma grand-mère, c'est constitutif de mon arbre, ça fait partie de mon histoire et c'est quelque chose que je veux conserver». Pourquoi? Parce que ça fait du bien aux gens et si ça fait du bien si ça me fait du bien à moi de mieux me comprendre, bah, c'est super parce que ça me permet aussi de résoudre une partie de mon passé, de tristesse, de souffrance et de comprendre le décalage et de ne plus en vouloir aux personnes qui ne comprenaient pas parce qu'en fait, pour comprendre ça, il faut déjà le vivre parce que même quand on le vit, des fois, on a du mal à l'accepter. Alors si quelqu'un ne le vit pas, on doit accepter aussi que cette personne-là puisse le rejeter. C'est un peu humain aussi qu'on rejette quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, les humains, notre cerveau est fait d'une certaine manière, on a besoin de classer les choses, tu vois? On est dans une maison, on est ça, on a un travail, machin, on mange, les gens sont soit une femme, soit un homme, enfin maintenant, voilà. Et là, je me suis dit: «OK, il faut comprendre pourquoi aussi les personnes avant en avaient peur». Parce que ça peut être, effrayant quand on ne comprend pas et cetera. Donc les c'est tout un fameuses, cheminement. pardon, les fameuses sorcières, qui ont été conspuées depuis des millénaires, hein, de toute façon et c'est vrai que c'est souvent en lien avec, ce décalage et ces intuitions et ces dons et cetera et d'autant plus avec le cœur puisque effectivement quand bah, c'est pas quelque chose que tu décides, je pense que c'est quelque chose qui est de toute façon auquel tu t'ouvres, qui est déjà présent. Mais à partir du moment où, dans ta conscience, tu décides: «OK, bah, je vais suivre mon cœur», ça va rentrer en en opposition avec le regard des autres et la normalité, très souvent et c'est pour ça que c'est souvent problématique. D'ailleurs, je reviens sur parce que j'entends un peu Olivier Neveu dans tes paroles par moment, tu parles souvent de ton arbre. Et Oui, je voudrais juste faire un aparté là-dessus, sur l'arbre. Quand tu dis: «Mon arbre», ça veut dire quoi? Ça exprime quoi pour toi? c'est l'arbre de vie. En fait, ça exprime mes racines. Longtemps, je me suis déconnectée de mes racines et j'étais pas ancrée. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire: «Je suis franco-algérienne». J'en suis heureuse de le reconnaître et de reconnaître tout ce que la France m'apporte et tout ce que l'Algérie m'apporte, tout ce que la France m'a apporté, tout ce que l'Algérie m'a apporté. Et sans ces 2 aspects de mon arbre, sans ces racines, sans cet ancrage, je peux pas déployer mes feuilles, mes fruits correctement. Je me suis aperçue que vraiment le travail de Carl Jung, il est fondamental sur l'individuation. En fait, arrivé à un moment, il faut élucider, je crois que c'est Dalida qui disait ça, il faut ouvrir le livre de sa vie. Aussi violent soit le livre de sa vie, il faut arrêter de le mettre sous le tapis parce que c'est là et c'est seulement là que l'être peut s'épanouir. C'est pas en copiant quelqu'un. On peut s'inspirer parce qu'attention, on est unique, mais en même temps, on a beaucoup de choses en commun les uns avec les autres. On est tous reliés, etc. Mais personne ne sait mieux que soi. À partir du moment où il ouvre cet arbre, il dessine cet arbre-là.
qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins, et qu'est-ce qui dirige le sens de son existence. En fait, c'est comme un GPS. Tu vois, on parle de co-création, il faut parler de GPS aussi. À un moment donné, si tu ne sais pas, pour aller savoir où tu veux aller, parce qu'il y a tellement de, la vie nous offre tellement d'opportunités, je veux dire, libre arbitre. On a un libre arbitre tous. Même si on a des dons, on a un libre arbitre. Donc, comment je fais quand j'ai autant de champs des possibles pour savoir, dans un laps de temps qui m'est donné le plus longtemps possible, j'espère, mais quand même, c'est pas plus de 100 et quelques années, diriger mon attention sur les bonnes directions, en fait. Bah là, tu es obligé de repartir du début, en fait. Tu peux pas être là, tu vois, au niveau des fruits, en train d'essayer de mettre les fruits dans l'arbre, tu vois, genre un citronnier, tu vas pas lui mettre une orange ou une figue, elle va tomber, en fait, elle va pas s'accrocher, elle va retomber. Bah là, à ce moment-là, tu es obligé de repartir de l'arbre, c'est-à-dire les racines. Donc moi, ce que je fais, en fait, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est qu'est-ce qui me constitue? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de mon père, de l'intelligence, des livres, l'école française, les instituts qui m'ont donné confiance en moi, parce qu'à l'époque, avec mon truc d'abandon, je pensais que je servais à rien et qu'en fait, à tout moment, on pouvait me renvoyer, je sais pas où. Bah, tout ça, ça m'a fait mon tronc. Tu vois, il y avait mes racines, donc ma grand-mère qui est guérisseuse maintenant, je comprends pourquoi j'ai aussi hérité de certaines choses d'elle. Mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, qui était membre du FLN, ce qu'on dit en arabe, en algérien, moudjahid. D'ailleurs, hier, c'était la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Donc, c'est drôle qu'aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Bah, mon grand-père, il avait une détermination, une force, mais incroyable. Il avait qu'une jambe, il avait perdu une jambe en France, lorsqu'il était venu travailler pour repeindre un hôpital à Lille. Et avec une unijambiste, une santé fragile, il a réussi à s'engager dans un mouvement des plus difficiles, parce qu'il était torturé. Il a été torturé dans son village pendant des jours et des jours. Il a failli être tué comme ça. Pour ses convictions, il n'a jamais craqué. Et là, je me dis, lui, il y a un truc avec moi. On a un truc ensemble. Parce que cette force qu'il a me sert à être dans la paix, moi, aujourd'hui. C'est-à-dire à chercher la cohésion, la, 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 Ah, la coopération, l'humanité, tu vois. Lui, à son époque, c'était son combat. Moi, aujourd'hui, mon combat, il n'est pas dans combattre qui que ce soit, il est dans réunir. Mais dans cette réunir, il faut de la force parce que toutes les forces contraires qui veulent, tu vois, séparer la France et l'Algérie, trouver un coupable, un machin. Bah moi, je suis dans le chemin inverse. Je suis dans cette force que j'ai, ce tronc, cette racine que j'ai de mon grand-père. Comment, tout au long de ma vie, je vais contribuer à rapprocher ces deux pays avec conviction, force, détermination et capacité à ne pas me laisser ébranler par les difficultés parce qu'il y en a beaucoup. ouais, on va revenir, tout à l'heure, tu as prononcé un mot qui ne m'a pas échappé, c'est je revenais du désert. Donc, on va garder Après, on ça va y venir. à l'heure, Donc là, parce qu'il y a je quand te même finis des. sur les racines. Donc ça, c'est mes grands-parents, par exemple. Et après, tu montes sur l'arbre. Et là, tu rajoutes tes études. Tout ce que, donc là, comme ça, je vais vous parler de moi par rapport à mes études. Moi, je suis littéraire à la base. J'ai fait un bac littéraire. Et ensuite, j'ai hésité longuement. En fait, mon premier vœu, au tout début, c'est que je voulais être psychologue. Pourquoi? Parce que j'avais compris qu'en fait, j'avais un truc avec les gens et que j'aimais écouter les gens, que j'aimais les aider, j'aimais les éclairer. Donc, il y a toujours eu ce petit truc de psychologue en moi. Je lisais vers 12 ans, 8 ans, 9 ans. De 9 à 12, on me trouvait à- à la bibliothèque, au rayon adulte, à lire Freud. Personne n'y croyait. Qu'est-ce qu'elle fout avec Freud à 8 ans, 9 ans? Donc, au début, je voulais être psychologue. On m'a dit c'est bouché, etc. J'avais des bonnes capacités à l'école. J'ai une prof et mon père qui m'ont dit, il faut que tu fasses Sciences Po, il faut que tu fasses Sciences Po, tu es très bonne en politique, tu es très bonne en politique. Et en fait, mon père, il me ramenait tout le temps des journaux et en fait, je comparais les journaux. Et donc, j'étais déjà dans ce milieu-là, j'étais déjà bien, voilà, il me racontait les parties, tout ça. Ma prof d'histoire géo avec qui j'étais devenue amie, elle me disait, mais vas-y, je te jure, tu peux vraiment. Donc, j'y suis allée. J'ai fait Sciences Po Grenoble. J'ai obtenu mon diplôme haut la main. Et ça, c'est mon tronc, même si aujourd'hui j'ai un peu quitté ce milieu-là, plus qu'un peu.
Je me suis rendu compte que ce tronc commun, en fait, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire le projet dont je parlerai après. Parce qu'en fait, j'ai une méthodologie et une façon de penser qui permet d'être chef de projet de tous les sujets que je veux. Donc, en fait, avant, j'étais chef de projet dans la politique, mais maintenant, dans notre domaine du développement personnel, du développement de l'aide, de la croissance, de l'accompagnement, on peut tout à fait dupliquer cette méthodologie à nos besoins. Et c'est en fait comme ça que ce tronc, cet arbre, au lieu de me dire, j'ai passé 13 ans perdu dans les collectivités, je me suis raconté une autre histoire. J'ai passé 13 ans à me former, à être prête à faire ce qu'on va faire là. Et là, ton arbre, si tu veux, il est vachement plus solide, tu vois, quand tu te racontes des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne te les racontes pas pour te rassurer, tu t'en rends compte en fait. Quand tu écris, tu te rends compte que tu as une méthodologie de projet. Quand tu travailles avec beaucoup de gens de milieux différents, dans des trucs, avec des complexités, avec plein de difficultés à lever, tu te rends compte que cette méthodologie de projet, si tu l'avais pas, bah, tu pourrais pas. Même si tu as des dons et que tu as des volontés et tout, bah, il y a un moment donné, il y a des papiers à faire, il y a l'administratif à gérer, il y a la pérennité d'une entreprise à faire, tu vois, la viabilité d'une entreprise à créer, etc. Et là, tu te rends compte que cet arbre, en fait, tout te sert. Tout dépend de la façon dont tu positionnes les choses à ce niveau-là. Et au fond, c'est les fruits et les rêves. Et après, tu as les rêves. En fait, tu as les racines, tu as le sol sur lequel tu te bâtis. Après, tu as tout ce qui te constitue, les gens aussi qui t'aiment, qui te soutiennent, ce que tu aimes dans la vie en dehors du travail, tes passions, ce qui t'anime, etc. Et après, au-dessus, tu as les rêves, l'espoir, la vision, en fait. C'est ça, en Voilà. fait, l'arbre de vie. C'est comment tout ça t'amène à voir ce que dit Sénèque, la vie s'accorde avec sa propre nature. Donc cet arbre, il est propre à chacun. Même si on a beaucoup de points communs avec les personnes qui partagent cet ancrage avec le cœur et cette connexion, on a tous des petites subtilités, on sert tous à quelque chose et mis bout à bout, ces arbres-là, ils font la forêt, quoi. Et ils En fait, oxygènent le monde. tu te racontes plus d'histoire, tu te rends compte de ton histoire. C'est ça aussi qui est Oui. Mais tu intéressant. changes ton discours intérieur. Tu vois, quand je te dis tu te racontes plus d'histoire, c'est que quand tu as été dans le mode survie, on a tendance à être dans le triangle de Capman, toujours victime des autres, toujours, tu vois. Et c'est un truc, ça te colle un peu à la peau. Moi, je trouve en tout cas dans mon expérience personnelle que ça a été quelque chose, parce que tu m'as demandé de parler aussi des difficultés, ça a été quelque chose qui m'a vraiment, j'ai eu l'impression, tu vois, de traîner ça. Malgré mes efforts, malgré les pratiques de respiration, malgré le yoga, malgré pendant très longtemps, entre guillemets, bon, les gens rigoleront si je dis ça fait 5 ans, c'est pas très longtemps, mais pour moi, c'est long. Mais, mais pendant longtemps, tu as l'impression que tu as cette seconde peau qui aime bien reprendre le dessus. Et tu as des tentations, tu vois, des fois à te dire, bah oui, regarde, un tel, il s'est comporté comme ça avec moi, ou cette expérience-là, cette opportunité, elle m'est passée sous le nez, c'est parce que j'ai été victime quand j'étais petite. Tu vois, il y a toujours ce truc quand même. Il ne faut pas oublier que quand pendant 35 ans, tu as vécu d'une certaine manière, le moment où tu plantes les graines, justement, comme tu dis, de cette histoire que tu réalises, et le moment où ton esprit veut bien accepter cette réalité, il se passe un temps inconfortable où tu dois faire avec cette transition qui est franchement, je pense que c'est pour ça que les gens, la plupart du temps, peut-être, ils abandonnent ou Exactement. ils reviennent à leurs habitudes. Et franchement, c'est pas blâmable parce que pour l'avoir vécu, je sais à quel point c'est difficile. C'est parce que ça te suit un peu longtemps. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut voir sur le long cours. Tu vois, tu parlais d'Olivier tout à l'heure. Euh, on se l'est dit une fois, en fait, dans le développement personnel, dans le côté peut-être qu'aujourd'hui, moi, j'observe d'un peu trop rapide le truc clé en main, en 15 jours, débarrassez-vous de vos croyances limitantes. Bah, c'est pas si facile que ça. Peut-être que ça peut fonctionner sur certaines choses un peu, on va dire, en superficialité dans ton être qui demandent pas beaucoup de travail. Mais la plupart du temps, moi, j'aurais tendance à donner le conseil, donnez-vous du temps. Si vous rentrez dans un chemin spirituel, en fait, oubliez la notion de temps. Oubliez complètement la notion de temps. Déjà, la notion de temps, on peut en reparler, mais moi, c'est ce que je me suis dit. À 27 ans, j'ai capté que ma vie était pas celle que je voulais créer. Et les gens m'ont parlé du temps. Et je leur ai dit, mais vous savez, le temps n'y peut rien. Dans 10 ans, on aura la même conversation si je fais rien. Donc, peu importe le temps que ça prendra, il faut démarrer.
Moi, c'est le conseil que je peux donner aux gens. Ne vous souciez pas du temps et de l'âge que vous avez, peu importe. Il y en a, ils ont commencé beaucoup plus jeunes que moi. Il y en a, ils commencent beaucoup plus tard que moi. En fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Aussi, et pas l'âge, comme tu le disais, le temps, mais aussi l'état de santé. Je suis trop vieux, je suis malade, j'ai Oui, en fait, il y a- tout est possible. attends, Changer les habitudes, c'est compliqué, on est d'accord. Ça c'est demande dur. Il faut de la dire la vérité discipline, aux gens. Il faut dire la vérité aux ça gens. demande de la discipline. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a trop d'exemples qui nous montrent, peu importe ton âge, peu importe ton état de Oui, santé, peu oui. importe d'où tu viens, c'est pour tout le monde. Ça, c'est illusoire. Tout ça, c'est des faux prétextes, c'est des choses qui ont été construites par la société, c'est pas la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que quand ton âme est prête, donc il y en a, enfin, il y en a c'est burn-out, il y en a c'est divorce, il y en a c'est rien du tout. Ils se sont levés un matin comme ça, ils se sont baladés, ils ont regardé leur chat, ils ont eu le déclic. Il y en a c'est un rêve, peu importe ce qui s'est passé. À partir du moment où tu as cette étincelle, cette ouverture, tu souffles dessus. Surtout, tu ne la laisses pas redescendre. Tu souffles dessus. Et comme tu dis, si c'est trop dur et s'il y a les habitudes qui reviennent, il y a des accompagnants pour ça. C'est ce qu'on est, non? On est là pour ça. Donc, il y a des personnes, il y en a des milliers sur Terre, qui peuvent t'aider sur ce chemin à chaque fois rallier ta route. Donc, ça, ce n'est pas un prétexte. Il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui ça va prendre énormément de temps, d'autres moins. Tout est juste. Donc, peut-être que la personne qui s'est réveillée très tard, qui va penser que c'est très tard, elle aura accumulé tellement de ce que je te dis de tout à l'heure, de l'arbre de vie, là, d'expérience, de compréhension de trucs, que les choses vont se mettre en place peut-être plus facilement pour elle que se sont mises en place pour moi à l'époque. Et inversement, une fille de 20 ans va peut-être mettre 20 ans à rallier son truc, mais c'est quoi le plus important, en fait? C'est le temps que ça a pris ou c'est le fait d'avoir osé le choix du bonheur et de partir de son existence en ayant la satisfaction de se dire, j'ai essayé de faire autrement. J'ai peut-être trébuché sur ce chemin-là, mais en tout cas, je ne me suis pas résignée à avoir une vie qui ne me, comment dire, qui ne me convient pas sans agir sur celle-ci pour co-créer ou ne serait-ce que se nettoyer, se guérir. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé. Voilà, nous, on aime la manifestation, ça nous amuse, etc. Mais je veux dire, même déjà, juste le fait d'avoir l'intention de guérir son transgénérationnel, de revoir sa propre vie par rapport à son enfance, etc. Déjà, ça, c'est déjà un énorme progrès pour l'être. Et le temps n'a pas d'effet à avoir dissuasif sur ce travail-là. Au contraire, il faut jouer le long cours, vraiment. Et lâcher prise. Parce que les miracles, ils se produisent, mais quand on a lâché prise, en fait, travail, il ne se passe rien. Et d'un coup, il y a une synchronicité qui vient t'indiquer que le message est passé et que ta vibration a changé et qu'il est temps d'aller vers autre chose. Donc, c'est bien que tu mettes l'accent dessus. À 99 ans, il est encore temps. Surtout qu'on est censé vivre entre 120 et 130 ans. Bref, Exactement. ceci Et est puis une quand on sait que tout ça, ça a une influence sur notre entourage, que tout ça, ça a une influence sur notre famille, que tout ça, ça... Donc en fait, c'est altruiste en fait. C'est pas égoïste. Même quand vous allez avoir besoin de la solitude, moi j'en ai eu énormément besoin, j'en ai encore besoin, tu vois, par rapport aux obstacles, par rapport aux dons, par exemple. Je peux vous dire, moi, les enjeux auxquels pour être totalement vulnérable, transparente, auxquels je me confronte, c'est le fait d'accepter d'avoir beaucoup de besoins différents des autres. Du type rester seul, être dans la nature, vivre à la mer, etc. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est des lubies de ma part, ou en tout cas que c'est un peu exagéré d'avoir besoin d'autant de moments de solitude. Et pourtant, j'ai compris que sur mon chemin, si je ne m'accordais pas ce temps-là, je ne peux pas donner aux autres correctement et je ne peux pas développer ma vision et l'espoir que j'ai pour mon existence et celle des autres parce que il faut bien se connaître et bien se comprendre pour s'offrir déjà à soi ce dont on a besoin pour pouvoir ensuite verser aux autres de sa carafe. On ne peut pas donner de l'eau si notre carafe, elle est vide, quoi. Donc les gens, quand on est petit, le challenge, c'est de survivre dans un milieu hostile où on nous prend pour des fous. Et quand on est adulte, c'est d'être humble, parce qu'en fait, il faut être humble. Je veux dire, on a ces dons-là, mais heureusement qu'il y a des gens qui sont capables de construire des avions. Enfin, moi, j'en suis incapable de nous permettre de voyager dans des conditions sécurisantes. Heureusement qu'il y a des personnes qui s'occupent de notre santé à certains endroits, enfin des infirmiers qui existent, qui viennent chez nous, etc. Et nous,
on a ça comme particularité. Il faut être humble, c'est pas mieux, c'est pas moins bien que les autres, mais du coup, ça nécessite d'autres besoins. Et ça, je mets l'accent pour toutes les personnes qui se posent des questions, qui sont sur le chemin, on va dire, de découverte de leur spécificité d'âme sur l'intuition, le magnétisme, la clairvoyance et tout ça. Écoutez vraiment quel être spirituel vous êtes, parce que ne copiez pas ce que sont les autres. Vous avez une façon unique à vous de canaliser ce que d'autres aussi canalisent, mais vous, vous avez une façon unique de le faire. Si ça vous demande des besoins particuliers, il faut absolument d'abord y répondre. Ça me permet de te faire la transition sur le fait que moi, ma vision, je mets du temps à la mettre en place, en conscience. Parce que je réalise que le projet est magnifique, que c'est professionnellement viable et économiquement très intéressant. Mais en vrai, si j'atteins cet objectif-là en m'oubliant, en ne faisant pas ce qu'il me semble important de faire dans l'intervalle, ça va me rattraper à un moment donné. Et tout ce que j'aurais construit, je pourrais le déconstruire de façon très, je dirais, égotique, parce que je ne me serais pas donné ce temps à moi qui était nécessaire à pouvoir être à ma place de façon, comment dire, juste. C'est Frédéric Lenoir, je crois, qui disait, il ne faut pas vouloir être sage trop tôt ou un truc du genre. Il disait, il ne faut pas vouloir chercher à la sagesse à tout prix à 30 ans, par exemple, enfin, à 45 ans. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de mûrir les choses à l'intérieur de soi, de essayer, de rater, de recommencer et de constituer ça comme une expérience vers sa sagesse, vers ses rêves, vers ses espoirs, sans être pressé. Il faut vraiment avoir le mot patience. Et vraiment, la patience, elle ne peut pas être distinguée pour moi de la spiritualité. Patience. D'ailleurs, il y a des endroits, des environnements qui aident aussi à toutes ces prises de conscience. Tu parlais du désert tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui t'appelle, c'est quelque chose qui t'habite. Tu as organisé même des voyages dans le désert algérien. Tu as redécouvert l'Algérie probablement avec un autre prisme et qui est absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots quand Ouais. même? Ouais. Alors justement, parlant d'intuition, un jour j'étais à Bastia, j'habitais en Corse et je voulais faire un tableau de visualisation. Je découvrais un peu tout le monde comment dire, de la créativité consciente, enfin délibérée. Et puis j'ai pris des bouquins que j'avais récupérés à droite à gauche de publicité et je me disais, qu'est-ce qui intuitivement avait été un de tes rêves petites que tu as étouffé? Puisque maintenant, tu n'as plus d'excuses. Ok. Et là, tout de suite, l'Algérie est venu comme ça. Le mot Algérie. J'ai dit, bon, ok, l'Algérie, bah, j'ai l'habitude d'y aller. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'étais pas allée, mais bon, je feuillette comme ça un des livres et je tombe sur un gars sur une dune. Et là, je dis, mais oui, Mounia, l'Algérie, mais pas Alger, parce que moi, je suis originaire d'Alger, mais le sud algérien, ce que tu as toujours voulu découvrir, que tu as demandé à tes oncles de t'emmener, qu'ils ont toujours refusé, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, ceux qui allaient beaucoup dans le désert à l'époque où moi j'y allais, c'était soit les militaires, soit les ingénieurs. Et j'avais des oncles militaires et un oncle ingénieur. Et à chaque fois, je demandais, emmenez-moi là-bas. Ils me disaient, mais non, il n'y a rien, reste à Alger. Puis là, je me suis dit, tiens, vu que tu peux réaliser tes rêves et que tu sais que les rêves sont réalisables, tu sais pas comment le faire parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Vous tapiez pas sur Internet, vous trouviez facilement pour y aller. Hein, c'était très cher. C'était que quelques agences qui le faisaient. Et surtout, c'était pas recommandé par l'État français de y aller, par la défense. Moi, j'ai oublié tout ça. Je me suis dit, si on a mis un rêve dans mon cœur, quand j'étais petite, si ça a été une obsession comme ça du cœur, alors que je ne connaissais pas cet endroit-là, je ne dois pas me mettre ces contraintes. Je dois juste imaginer les sensations que j'éprouverais à l'idée de réaliser mon rêve. Donc, Hmm. j'ai découpé ce petit Touareg sur sa dune, je l'ai collé sur mon tableau et pendant une semaine, je regardais en disant oh, mais qu'est-ce que ça serait bien quand même de se retrouver dans son pays d'origine, entre guillemets, là où j'ai des racines, dans un endroit aussi spirituel, aussi fort, aussi porteur de bienfaits, quoi, sans savoir qu'en fait, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Hein. Et là, je pars à Paris, je fais mes formations de yoga et j'ai une demande sur Facebook d'un Touareg.
Et je me dis, j'espère qu'il est algérien, parce qu'il y a beaucoup de Touaregs marocains qui me demandaient en ami. Et là, en fait, il s'avère que c'est un Touareg algérien. Et là, je lui dis comme ça, bonjour, je souhaiterais aller en Algérie. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Il m'a dit oui. Il m'a rappelé le soir même. On a organisé mon voyage, le premier en 2018. J'ai appelé deux amis, on y allait. Je m'attendais, parce que je savais que c'était un rêve, je m'attendais à ce que ça me fasse plaisir, tu vois, comme quand tu vas en vacances. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça me bouleverse au point de faire le vœu de le faire connaître au plus de personnes possible. Dès que je suis sortie de là-bas, enfin, même pas en sortant, enfin, déjà, j'ai demandé à ce qu'on reste un jour de plus. Il n'y a pas de réseau là-bas, donc on ne peut pas prévenir qu'on est encore là-bas, etc. Il y a un téléphone satellite, mais à utiliser qu'en cas de besoin et tout. Donc, je suis sortie de là avec les larmes aux yeux en me disant, j'ai bien fait d'écouter mon intuition parce que c'est incroyablement beau, c'est magique, c'est transcendant. J'ai ressenti plein de choses sur mon magnétisme là-bas. Il y a plein de choses qui m'ont vraiment fait du bien et tout. Et en plus, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est l'Algérie. Je vous le redis, mes racines franco-algériennes. J'ai toujours voulu faire quelque chose entre la France et l'Algérie, mais qui ne soit pas dans le politique. Là, j'avais une occasion en or. Et donc, à partir de là, j'ai décidé que progressivement, j'allais vérifier la sécurité du lieu avant de le commercialiser, que j'allais y retourner avec plusieurs personnes qui sont en quête aussi de reconnexion à elles-mêmes et tout ça. Et à chaque fois, les gens disaient pareil, Mounia, c'est extraordinaire, le désert algérien, ça m'a changé ma perception, ça m'a fait évoluer, ça m'a apporté beaucoup de, humainement, beaucoup de choses, parce qu'il faut savoir que vivre une semaine à la mode Touareg, c'est une expérience hors sol. J'ai pas d'équivalence j'ai fait d'autres séjours en Corse, j'ai déjà accompagné des gens, j'en ai fait moi-même pour moi-même. Je ne connais pas d'expérience qui permette de regrouper en une semaine autant d'éléments transformateurs. Et je pense que je suis pas la première à le dire parce que le père de Foucault, donc je suis allée sur ses traces ensuite à Tamanrasset. C'était une expérience humainement qui m'a bouleversée aussi. J'ai été essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à s'installer dans les hauteurs de la Sécrème, de mettre son ermitage et sa bibliothèque et de créer le dictionnaire Touareg. Et en fait, j'ai compris que tous les hommes en quête de spiritualité, c'est-à-dire de reconnexion à leur être originel, à l'amour en fait, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, ont trouvé dans le désert, en général, un lieu propice à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interférence entre nous et nous, en fait. Il n'y a pas de séparation. Dans le désert, je disais, il y a tout est réuni. Dans celui d'Algérie que je connais, je peux en parler, beauté extrême. Donc, gratitude euh, continuelle, comme les enfants, dans un magasin de jouets. Vous voulez tout voir, c'est waouh, 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 waouh. Donc, en fait, on est dans un état de grâce en continu. Les personnes qui nous accompagnent, elles sont d'une gentillesse, d'une humilité, d'une serviabilité qui nous remet à notre place. C'est un milieu hostile, les gens avec rien vous font manger comme au restaurant. On arrête tous de se plaindre. Voilà. On rentre, on est vachement plus humble, on arrête, on reconnaît tout ce qu'on a plutôt que tout ce qu'on n'a pas, etc. C'est un berceau de l'humanité. Il y a des peintures rupestres, il y en a des milliers. Donc, en fait, tous les 3-4 kilomètres, on s'arrête pour aller regarder ce qui se passe sur les murs. C'est euh, un musée à ciel ouvert. En fait, on a l'impression de revenir des milliers d'années euh, euh, dans un environnement qui ressemble à une savane, alors qu'on est en plein désert. Donc, autant vous dire, d'un point de vue des mémoires de l'histoire de l'homme, on retrouve aussi où on en est dans notre évolution par rapport à tout ça. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de souffrance, donc y mettre de la joie, ça apporte vraiment quelque chose de rapprocher les gens en Algérie en particulier. Ça a une vraie valeur ajoutée pour moi d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue collectif. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis passionnée par le désert algérien. J'y vais tous les ans, j'emmène des personnes, mais même si je devais emmener personne, j'irais à minima une fois pour faire un reset. Quand je sais que la vie, elle est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. Quand je sais que je vais aller dans le désert algérien, je sais que tout ce que j'ai pris comme, comment dire,
challenge, épreuve l'année précédente, je vais pouvoir le libérer là-bas en une semaine. Et à chaque fois, quand je rentre, je me dis, c'est le plus beau cadeau de mon existence de m'avoir fait découvrir cet endroit. Évidemment, je suis plus la seule à le dire. Le New York Times en 2023 a cité le Tassili Nager à Janet, donc en particulier là où moi j'emmène les gens, comme un des endroits inconnus les plus spectaculaires à découvrir. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, biosphère depuis 82 aussi. C'est un Éden, en fait, c'est un paradis terrestre, vraiment. Et d'ailleurs, Janet, ça veut dire les paradis en arabe. Et je conseille à toutes les personnes qui sont en quête, je dirais, de reconnexion et qui sont en mesure d'aller dans le désert, attention, parce qu'aller dans le désert, ça nécessite quand même d'aller bien, quand même à minima. Enfin, je veux dire, d'un point de vue psychologique, sinon, il faut être accompagné et tout ça, parce que dans le vide, il peut se passer des choses un peu difficiles pour certains. Mais je veux dire, si votre santé vous le permet, psychologique, etc., c'est un accélérateur vraiment un outil puissant d'humanité, de reconnexion, de nettoyage. Enfin, pour moi, dans cette semaine-là, ça accélère tellement de choses que je serais tellement pas gentille de ne pas en parler, de ne pas le partager au plus grand nombre. Voilà, mais je pourrais peut-être en parler pendant des heures. J'ai l'intention d'écrire sur l'Algérie, j'écris sur l'Algérie, sur ça, sur le désert en fait. J'ai envie que les gens sachent que cet endroit existe et que s'ils ont besoin, ils seront très bien accueillis. C'est sécurisé, c'est humainement hors sol, hors norme. En fait, c'est rendez-vous en terre inconnue. Les gens, ça peut vous parler. Si vous regardez rendez-vous en terre inconnue, les personnes qui sont emmenées dans des civilisations anciennes, très différentes des nôtres, où on reconnecte avec vraiment, là tu le disais tout à l'heure, le cœur et la reliance avec les autres et la nature, bah ça c'est ça. À pas longtemps de Paris, vous avez ça, en Algérie. C'est le cadeau Ouais, ça donne que envie moi. en tout cas. J'espère que tous les gens Merci. qui vont se connecter à cette vidéo, je pense qu'ils seront sensibles à ce que tu viens de nous raconter depuis, depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire, bientôt 1 heure. Ouais. Heu, En est-ce tout que cas, je vous accompagne oui, en là-dessus. plus, Ouais, je viens avec vous parce que c'est pas un endroit, si tu veux, encore assez dans la mémoire collective, c'est encore assez tendu. C'est normal d'avoir des craintes et tout. Donc moi, je veux que les gens, quand ils arrivent là-bas, ils pensent à rien d'autre que se détendre. Tu vois, j'assure toute la logistique, tout l'avant, l'aide à faire les visas et puis la traduction pour que les gens n'aient pas d'inquiétude. Tu vois. Voilà. Et j'amène des jeunes, plus de jeunes. Apparemment, d'après les Touaregs, je suis une des personnes, des nouvelles, enfin, on est quelques-unes et quelques-uns, à commencer à ramener des Français qui n'ont pas d'origine algérienne et qui ont pas 70 ans, quoi. Parce qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en Algérie, mais c'est des personnes qui ont un peu plus de recul, tu vois, sur la vie, sur l'Algérie. OK. OK, merci beaucoup, Mounia, pour tout ça. Bah, de toute façon, tu nous donneras tout à l'heure, le moyen de se connecter avec toi, un site, une adresse, enfin bref, on en Il y a parle, un site internet en cours de construction pour l'Algérie. voilà. Et je te le donnerai une fois que j'ai attendu le temps de tout faire moi-même, de faire les circuits, les expérimenter, voir les retours des personnes qui sont parties avec moi. Et maintenant, ça y est, je suis prête à faire plusieurs voyages en Algérie en hiver, tous les ans. Avant de terminer cette conversation très inspirante, est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu, ta vision là de ce que tu es en train de mettre en place? Heu, Alors, ouais. Bah, forte de tout ça, de tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, j'ai décidé de poursuivre sur le chemin de l'accompagnement en développant mes capacités de chef de projet que j'ai acquises lors de ma première vie professionnelle. Donc moi, j'aime ma deuxième phrase, en fait, pour si tu veux, mon chemin, mon épanouissement, c'est d'abord d'être dans sa propre nature, mais également de faire bénéficier aux autres. J'aime le travail d'équipe. J'aime la pluridisciplinarité. J'aime l'émulation qu'il peut y avoir entre gens bienveillants. Franchement, c'est quelque chose qui m'anime, voilà, qui fait partie de mon ikigai, on va dire. Enfin, c'est quelque chose qui donne du sens à mon travail. Donc, j'ai décidé eh bien, de créer un centre de formation, tout simplement, dans les domaines qui sont les nôtres, qui nous passionnent. Et plutôt que de rester dans quelque chose d'exceptionnel,
tu vois, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent, à leurs dons, qui s'ouvrent à leur cœur et qui en font pas forcément un métier, mais que c'est OK, mais d'autres, c'est notre vocation d'en faire notre métier. Et donc nous, dont c'est la vocation de travailler sur ces questions-là en même temps qu'on apporte aux autres, eh bien, j'ai cherché une façon de le faire de façon droit commun, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, on va considérer que c'est du spécifique d'avoir des dons. Et puis, dans le droit commun, en fait, nos capacités, elles peuvent concerner et faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures, à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de particuliers comme de collectifs. Et du coup, là, en fait, j'ai juste utilisé mes compétences que j'avais acquises sur les subventions pour aller regarder comment, dans le milieu, on va dire, qui est le nôtre français, se répartissent les fonds pour la formation et comment on pouvait en fait s'inscrire dans ce paysage de façon pérenne. Donc, je crée un centre de formation, donc MBNCO. Donc, c'est Mounia Benada et la compagnie et tout le monde qui gravite autour de la même vision. Et l'idée, en fait, c'est qu'on puisse proposer un maximum d'offres sur des sujets spécifiques, la gestion du stress, la reprogrammation neurolinguistique, la communication bienveillante, la confiance en soi, l'alignement au travail, tout ce qui peut aider l'humain à se sentir mieux avec lui-même et tout ce qui peut aider l'humain à se sentir mieux avec ses pairs, avec les gens qui l'entourent. Tout ça dans une seule structure, on pourra trouver tous les experts qui sont OK pour intervenir soit en distanciel, donc à travers une formation vidéo, soit en présentiel, soit les deux. Voilà, ils vont pouvoir donner leur mission, leur passion de façon beaucoup plus large, avec en plus, parce que j'y tiens, je sais que la qualité de vie, enfin l'argent, c'est un sujet pour beaucoup de personnes qui souhaitent se développer, mais qui en même temps ont d'autres contraintes et cetera. Il faut tenir compte de tout ça. Il ne faut pas que ça soit un frein. Si la volonté vraiment réelle, comme on a dit tout à l'heure, de souffler sur l'étincelle, elle existe, à nous aussi de trouver les moyens de faire que ces personnes puissent le faire de façon durable. On a dit, c'est sur le long terme. Donc, si c'est sur le long terme, ça veut dire que c'est pas une formation qui va régler le problème. Si ça se trouve, il y avoir une formation, un accompagnement, un voyage dans le désert, un je sais pas quoi. Et tout ça, bah, forcément, ça a un coût. Il faut pas que ça impacte la personne, qu'elle doive choisir entre ça et donner à manger à ses enfants. Donc, l'idée, c'est que le formateur, lui, il soit payé dans le cadre de subventions. Donc, ça permet de pérenniser les postes de formateurs et que le bénéficiaire de l'accompagnement et de la formation, il puisse utiliser lui aussi ses fonds propres à la formation ou qu'il puisse faire appel à Pôle emploi s'il est dans le cadre de Pôle emploi, dans le cadre du RSA au département, dans le cadre des séminaires d'entreprise bien-être qu'on fera aussi, eh bien, il y a des fonds pour la qualité de vie au travail. En fait, mon objectif, c'est qu'on soit dans tout connu, entre guillemets, dans toutes les sphères qui sont en quête de bien-être, volonté d'améliorer la qualité de vie de leurs employés, bien qu'ils sachent qu'on existe et qu'on est disponible pour leur offrir des offres. Voilà. Et bien sûr, tu fais partie de l'aventure. Il paraît. Merci d'ailleurs pour ta confiance, puisque les gens qui sont déjà dans ce projet-là sont des gens de très haut niveau. On en a cité un petit peu, au moins un tout à l'heure, voilà. Je me sens bénie pour ça, Ouais, donc vraiment, voilà. Mais c'est ça aussi, vraiment. se rencontrer, et avoir envie, parce que ça, c'est ce que j'aime faire aussi, mettre les gens en lien, en contact, Oui. se c'est ça, c'est cette émulation-là du cœur qui, pour moi, est hyper gratifiant. Voilà, d'abord. Totalement d'accord avec toi. S'il y a pas ça, en fait, je pense que les gens comme toi, si tu as pas ça, il manque quelque chose. Tu pourrais avoir tous les accompagnements du monde, toutes les formations du monde, tu pourrais voilà. Si tu te coupes de ça, qui est vraiment une partie, je dirais, la graine qui t'a été mise avant de venir ou que tu as peu importe, mais en tout cas qui est constitutive de ton être, s'il y a pas ça, il y aura pas d'épanouissement total. Et Et oui. heureusement et d'ailleurs, je te remercie de faire cette vidéo, grâce, au fait que tu es relié à ça, tu vas jamais oublier d'être dans le collectif, dans le rassemblement, dans la paix, dans et ça, je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est de ne pas être égoïste quand on a la chance
d'être connecté à son cœur, quand on a la chance, de pouvoir avoir ce recul sur la vie comme on l'a nous, cette sagesse et ben, je pense que la moindre des choses, c'est de dire merci et la façon de dire merci qu'on peut avoir, c'est de redonner ça au maximum et de faire connaître ça au maximum de personnes avec humilité, mais sincère conviction que c'est un plaisir de vivre avec cette, capacité, quoi, tu vois? Donc Exactement et se rappeler que la croissance personnelle, le développement personnel, peu importe le nom qu'on lui attribue, de oui, mon regard, elle est aussi là pour nourrir la croissance collective et apprendre à coexister ensemble dans les valeurs de cœur, même si des fois, bah, voilà, on reste humain et c'est OK. bien sûr, on est vulnérable, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on a cette intention. Tu vois? C'est important, on en parle souvent tous les 2. L'intention qu'on met dans une action, c'est plus important que l'action en elle-même. Parce que c'est une vibration et cette vibration-là, elle est porteuse d'espoir et elle est porteuse de coexistence. Elle est porteuse de partage. Elle est porte tu vois? Moi, ce centre de formation, plusieurs fois, on m'a dit: «Mais Mounia, tu peux aller faire tes propres trucs, tu as pas besoin et tout» et ben, jamais je me suis visualisée être heureuse sans être entourée des belles personnes, dont je m'entoure aujourd'hui. C'est pas moi, c'est pas moi. Je satisferais mon ego, mais je ne satisferais pas du tout mon âme et ma conscience. Donc c'est vraiment ça qui est bien dans nos relations les uns avec les autres, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a toujours tu vois, des on revient toujours, voilà, on se connaît depuis des années et en fait à chaque fois ça revient parce qu'en fait, on s'est fait une promesse tous. On est juste en train de s'en souvenir et de la mettre en expérimentation et d'expérimenter les uns et les autres, de notre côté pour voir, qu'est-ce qui est le mieux au bout d'un moment. Et je crois qu'il y a une chose sur laquelle on regrettera jamais, c'est ce que tu viens de dire là, c'est le fait de relier, les autres et de les mettre en valeur et de faire en sorte que ce soit un projet humaniste. Exactement, humaniste. Merci. D'ailleurs, Humaniste. on arrive aux À 2 la questions fin, que j'ai envie de te poser déjà. dis-moi. Tu as une baguette magique là dans tes mains, tu l'as déjà dans ton cœur, mais admettons, tu as une baguette magique et puis, si tu avais une chose à changer, à modifier dans ton passé, dans ton arbre, d'abord, est-ce que tu changerais la moindre virgule? Mais si tu dois changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Si j'avais à changer quelque chose, si on me donnait la possibilité de revenir en arrière, et je dirais juste à la petite fille, «T'inquiète pas, c'est juste un mauvais moment à passer, prends-le avec humour». En fait, je mettrais plus d'humour. Si je pouvais revenir en arrière avec la connaissance que j'ai aujourd'hui de mon histoire, j'y mettrais plus d'humour et de compassion. Parce que le plus dur pour les gens comme nous aussi, c'est toute la colère que ça crée et toute la frustration que ça crée vis-à-vis des personnes qu'on aime, mais qu'on comprend pas, parce qu'on se comprend pas, en fait, hein. On ne comprend pas parce qu'on comprend pas. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le recul, j'ai tellement plus de compassion pour même les personnes qui m'ont fait du mal, que j'aurais aimé qu'on me dise petite, qu'on me donne un peu plus d'outils encore pour pouvoir déjà être dans la compassion à ce moment-là et dans le détachement et plus dans l'humour d'analyser les situations. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'humour, même avec les gens que j'accompagne. Ils pleurent et puis à la fin, ils rigolent et ils me disent: «Mais tu m'as fait rire» et je dis: «Mais en fait», c'est Boris Cyrulnik qui l'a dit, ça, c'est pas moi. Il a dit: «À partir du moment où on peut commence à rire de son passé, commence à être guéri». Mmh, excellent. Donc du coup, tu aurais envie enfin, tu avec ta baguette magique, tu voyagerais à travers le temps, à l'espace et le temps pour aller la rassurer, Ouais, pour lui dire ça. chose que tu peux faire déjà et tu le sais très bien, de l'intérieur, de toi à toi, d'une Ah bah certaine non, je le fais maintenant. Mais avant, j'aurais et si tu me donnes cette baguette magique, j'aimerais que quelqu'un vienne, taper à ma porte, tu vois, à 4 ans ou 5 ans, quand je suis en âge de parler et dire: «Eh, t'inquiète pas, c'est un jeu, tu les règles», tu vois? Et «Tu vas y arriver, t'inquiète» et tout ça là, c'est fou, hein, mais ne le prends pas à cœur, tu vois? C'est ça que j'aurais aimé. Bah, en fait, si ça s'était passé comme ça, peut-être que j'aurais pas développé autant de compétences derrière. Donc c'est OK, mais quand même, on peut toujours, tu vois, améliorer, voilà, peut-être aussi que j'aurais ouvert ce centre de formation, à 17 ans, on sait pas, tu vois? sur un autre plan et peut-être qu'il existe déjà. En tout cas, Exactement, franchement, tu as raison, tu as raison. tu as parlé de compassion, tu as parlé de se rassurer et cetera. Ça m'emmène à la dernière question qui est inspirée du livre justement de Frédéric Lenoir que tu as cité tout à l'heure, L'âme du monde, moi qui m'a beaucoup impacté.
Heu, voilà, c'est la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. Les hommes, toi, moi et ça, vont disparaître, mais tu fais partie de ces «élus» entre guillemets, qui ont la possibilité de te donner un dernier message à ceux qui vont reconstruire l'humanité derrière nous, les enfants. OK. Sachant que tu aurais un message à donner et que ce message serait entendu, pris en compte et mis en application. Quel serait cet ultime message à l'humanité, de demain, qui va construire demain? Reconnectez-vous à vous, vous allez vous reconnecter à tous les êtres. Il y aura plus de séparation, il y aura plus rien. Il y aura juste le jeu de l'existence dont on n'avait pas encore nous les cartes. Si on pouvait leur donner les cartes, je leur dirais ça, je leur dirais: «Le but, c'est la paix, le but, c'est l'amour, le but, c'est que tout le monde se voit comme le miroir de l'autre, peu importe si on s'aime pas, c'est pas grave. Il y a pas de peur à avoir, il y a juste à aimer et pour ça, il faut se reconnecter à soi. On se reconnecte à soi et après on se reconnecte au monde entier, tout le monde et on Waouh! développe la compassion et on offre à cette terre, on lui rend aussi ce qu'elle nous offre, quelque chose de plus beau. Une merveilleuse fin. Voilà, je trouve que Mmh. c'est un très beau message. Merci beaucoup, Mounia. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi Stéphane, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Personne qui te rencontre qui ne sait pas qui ne dit pas un mot gentil de toi. C'est un comment dire? Un bonheur, pour les gens de te connaître donc merci pour eux, merci pour tout. Ce que tu fais pour tout le monde. Merci à toi aussi au tout début de mon éveil, on va dire ça comme ça, tu as été très présent. Tu m'as beaucoup, beaucoup inspirée. Ça m'a beaucoup aidé de t'avoir en guide, en phare et voilà, je t'ai reconnue et même si moi je me reconnaissais pas, ben, le fait de te voir, ça me rassurait, tu vois? De savoir que tu existais donc franchement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Peu de gens que j'ai en commun avec toi, partagent, cette, pensée donc j'imagine tous les gens que je connais pas, qui te connaissent donc franchement, on est bénis de croiser ta route et continue. Écoute, je reçois cette gratitude, et je la mets dans toutes mes cellules et je te la renvoie également. De toute façon, voilà, on est le miroir des uns et des autres. Rien n'existe dans ma conscience que je ne pourrais pas avoir conscience, donc c'est ce que tu as en toi et qu'on a en chacun de nous. Voilà, c'est fini pour Conversation inspirante. Moi, c'est Stéphane Robin, comme vous l'avez vu et je vous accompagne sur la voie du cœur. J'anime aussi des retraites vie, voyage intérieur de l'être et bientôt dans un centre de formation de cœur et d'expertise qui, réjouissent toutes mes cellules. Voilà. Pour, trouver Mounia, bah, vous regarderez dans la description, elle est disponible et elle aime les autres. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour l'humanité et comme dirait mon ami, Ryan, Camille: «Prenez soin de vous et prenez soin des autres». Mmh, c'est beau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.